Un nettoyage ethnique est-il en cours dans le Haut-Karabakh? Le 19 septembre, l'Azerbaïdjan a bombardé le Haut-Karabakh, une région du pays habitée par une majorité d'Arméniens et alors dirigée par la République autoproclamée d'Artsakh. L'Azerbaïdjan a présenté l'attaque comme une opération antiterroriste, en réponse à la mort de 6 Azerbaïdjanais dans une explosion de mine. Selon le journal Le Point, la région est une des plus minées de l'ex-URSS. Avant d'attaquer, l'Azerbaïdjan avait lancé un ultimatum dans le but de désarmer les Arméniens du territoire. L'attaque de l'Azerbaïdjan a duré 24 heures et a fait 200 morts avant la reddition du gouvernement de la République d'Artsakh. Depuis, environ 100 000 des 120 000 Arméniens de la région sont partis en Arménie. Ces événements font suite à un conflit de longue date dans la région. Historiquement, le Haut-Karabakh faisait partie du royaume arménien dans l'Antiquité. Elle a ensuite été sous influence arabe au Moyen Âge, avant de repasser sous influence arménienne puis perse. La région a été conquise par l'Empire russe en 1813. En 1921, l'URSS rattache le Haut-Karabakh, peuplé majoritairement d'Arméniens, à la République d'Azerbaïdjan. Le territoire devient ensuite indépendant en 1923. En 1988, 1 million de personnes ont manifesté à Erevan, la capitale de l'Arménie, pour le rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie. Le 27 février, plusieurs dizaines d'Arméniens ont été massacrés lors du pogrom de Sumgait, ville d'Azerbaïdjan. Une guerre est alors déclenchée jusqu'au 16 mai 1994 et la signature d'un cessez-le-feu entre les deux pays. D'autres conflits ont éclaté en 2016 et 2020. En tout, environ 400 000 Arméniens et 800 000 Azerbaïdjanais ont été déplacés suite à ces guerres. Depuis l'accord de cessez-le-feu de 2020, 2000 soldats russes responsables du maintien de la paix étaient présents dans le Haut-Karabakh. En décembre 2022, des Azerbaïdjanais, se déclarant militants écologistes, en réalité missionnés par le gouvernement, bloquent le corridor de Latchine, la seule route menant au Haut-Karabakh. Le 11 juillet, le gouvernement azerbaïdjanais annonce la suspension temporaire de la circulation sur ce corridor, pourtant garantie dans les accords de 2020. Jeudi 28 septembre 2023, Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, a dénoncé un acte de nettoyage ethnique. Ce terme a été repris par Nathalie Loiseau, députée européenne du parti Horizon, fondé par Édouard Philippe. Le président des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, a utilisé les termes « épuration ethnique et religieuse ». Pour l'ONU, un nettoyage ethnique vise à rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la force ou l'intimidation pour faire disparaître de la zone en question des personnes appartenant à des groupes déterminés. Selon le quotidien d'Israël de gauche Haaretz, les armes délivrées par Israël à l'Azerbaïdjan ont été déterminantes dans la victoire rapide dans le Haut-Karabakh. Les réactions européennes ont été modérées. En 2022, l'Union européenne a signé un accord pour son approvisionnement en gaz avec l'Azerbaïdjan. Selon Jean Radvani, professeur de géographie à l'Institut national des langues et des civilisations orientales, l'Azerbaïdjan étant un pays riche en pétrole et en gaz, les États membres de l'Union européenne sont réticents à l'offenser, préférant préserver leurs intérêts économiques. Le jeudi 28 septembre a eu lieu la première audition de Joe Biden à la Chambre des représentants dans le cadre de son enquête en destitution. Le 12 septembre, Kevin McCarthy, le chef de file des Républicains à la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale aux États-Unis, a annoncé l'ouverture d'une enquête de destitution contre Joe Biden. C'est la procédure d'impeachment. Les Républicains accusent Joe Biden d'avoir menti aux Américains sur les activités de son fils Hunter Biden à l'étranger pendant qu'il était vice-président. En 2014, Hunter Biden entre au conseil d'administration du groupe gazier ukrainien Burisma. Pour les Républicains, il aurait profité du statut de vice-président de son père pour mener ses affaires. Jean-Éric Branaha, spécialiste des États-Unis et enseignant à l'université Paris-Panthéon-Assas, résume « On reproche à Joe Biden de s'être enrichi lui et sa famille en Ukraine et d'être corrompu. Joe Biden risque-t-il vraiment la destitution? En réalité, il est quasiment impossible que Joe Biden soit destitué. Aucun président américain n'a été destitué lors des précédentes procédures d'impeachment. Le Sénat américain vote la procédure de destitution. Or, il est composé de 51 sénateurs démocrates, le camp de Joe Biden, et 49 sénateurs républicains, le camp de Kevin McCarthy ou encore Donald Trump. Un vote de 66 sénateurs serait nécessaire pour que Joe Biden soit destitué, ce qui semble impossible. La procédure d'impeachment est en réalité une stratégie politique visant à entacher l'image de Joe Biden avant les élections présidentielles de 2024. Selon plusieurs experts, les républicains n'ont en fait aucune preuve de ce qu'ils avancent.
La procédure vise probablement à contrebalancer les procédures judiciaires concernant actuellement Donald Trump, ex-président et candidat républicain favori à la présidentielle de 2024. Donald Trump est actuellement impliqué dans plusieurs enquêtes. Les plus connues concernent l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, la conservation de documents classés secret défense, ou encore une affaire de fraude fiscale concernant la Trump Organization. Le jeudi 28 septembre, Taïwan a dévoilé son premier sous-marin construit intégralement sur l'île, le Haikun. Il va rejoindre les 2 sous-marins des années 80 que Taïwan possède déjà. Dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine, qui considère Taïwan comme une partie du pays, l'île améliore ses capacités de défense. « 80 États se sont engagés à ratifier le traité sur la haute mer lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, du 19 au 26 septembre. Le traité sur la haute mer est un texte inédit dont l'objectif est de protéger la biodiversité dans les zones marines ne dépendant d'aucun État. Chaque pays ayant un accès à la mer a une zone économique exclusive, une ZEE. C'est une zone maritime sur laquelle l'État riverain dispose des droits souverains et économiques. Le pays peut donc exploiter sa ZEE et ses ressources naturelles comme il le souhaite. Mais en haute mer, au-delà des ZEE, aucune règle n'est actuellement établie pour la protection de la biodiversité. Il n'y a pas de loi internationale à ce sujet. Le traité sur la haute mer a pour but de mettre en place des accords juridiques contraignants et de créer des aires marines protégées. Le traité était ouvert à la signature du 20 au 22 septembre. À la fin de la première journée, 67 pays avaient déjà signé. Le traité devait être signé par au moins 60 États pour pouvoir être ratifié. Dans les pays ayant signé le traité, celui-ci doit donc encore être ratifié. En France, pour qu'un traité international soit ratifié, il est soumis au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Le traité ne sera pas appliqué avant plusieurs années le temps qu'il soit ratifié par tous les pays signataires. Au Brésil, la Cour suprême statue en faveur du droit à la terre des peuples autochtones. Le jeudi 21 septembre, la Cour suprême du Brésil a conforté le droit à la terre des peuples autochtones, les peuples présents dans le pays avant l'arrivée des colons européens. Elle a qualifié la théorie du cadre temporel d'inconstitutionnelle. La théorie du cadre temporel propose de reconnaître comme territoires autochtones seulement les terres occupées en 1988, lorsque la Constitution du Brésil a été publiée. Or, de 1964 à 1985, le Brésil était dirigé par une dictature militaire, et lors de cette période, les peuples autochtones avaient été expulsés de certains territoires. La Cour suprême statuait sur le territoire Ibirama-Laclano, dans l'état de Santa Catarina, au sud du pays. Selon la théorie du cadre temporel, ce territoire n'était plus une réserve depuis 2009. 9 juges ont voté contre la théorie du cadre temporel et 2 pour. Ces 2 juges ont été nommés par Jair Bolsonaro, président d'extrême droite du Brésil de 2019 à 2023. Sous Bolsonaro, aucune nouvelle réserve n'avait été homologuée. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Inácio Lula da Silva, dit Lula, en janvier 2023, 8 nouvelles réserves ont déjà été homologuées. Les réserves autochtones constituent un rempart essentiel à la déforestation et contribuent donc à la préservation de la biodiversité. Au Royaume-Uni, le salaire minimum sera augmenté à partir d'avril 2024, passant de 10,42 livres sterling de l'heure à un minimum de 11 livres sterling de l'heure. Selon le gouvernement, 2 millions de personnes seront concernées par cette augmentation de salaire. Cette annonce a été faite par Jeremy Hunt au Congrès du Parti conservateur britannique. Jeremy Hunt est le chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le ministre du gouvernement chargé notamment des finances. Le Congrès du Parti conservateur s'est ouvert dimanche 1er octobre à Manchester et se termine le mercredi 4 octobre. Selon Justin Fisher, professeur de sciences politiques à l'Université Brunel de Londres, les congrès sont utiles pour tester des idées. Le Congrès du Parti conservateur de 2023 constitue donc une rencontre importante pour les conservateurs avant les prochaines élections, qui auront lieu au plus tard en janvier 2025. Les conservateurs sont au pouvoir depuis 2010, mais leur cote de popularité est en baisse.